Si tu es comme moi et que tu t'intéresses à l'économie et à l'investissement, tu entends depuis des mois parler de la prochaine crise financière. Dans le monde, on s'inquiète du spectre d'une crise financière internationale. La fin de l'année 2018 a été particulièrement agitée sur les places boursières. Est-ce que la crainte est justifiée ? Je crois qu'à moyen terme, la crainte est vraiment justifiée. En tout cas, cet effondrement, il rappelle à certains analystes financiers le début de la crise des subprimes. La crise financière, c'est dans ce nexus que va se produire la prochaine crise. Ah oui, je pense que la récession, c'est pour l'année prochaine. On nous l'annonce partout, on n'entend parler que de ça, elle est inévitable. Et pourtant, je suis persuadé qu'elle n'aura pas lieu. Je m'appelle Gabriel Jarosson et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, la crise financière n'aura pas lieu. J'ai fait cette vidéo parce qu'on me pose la question quasiment quotidiennement « Gabriel, que penses-tu de la prochaine crise financière ? Est-ce que tu y crois ? Quand est-ce qu'elle va arriver ?» Et surtout, on me demande comment investir aujourd'hui en prévision de la crise financière qui arrive très prochainement. Eh bien, voilà, je fais cette vidéo pour pouvoir envoyer directement cette réponse en copier-coller à tout le monde. Et bien sûr, tu peux t'en servir de la même façon pour diffuser autour de toi sur les gens de ton entourage qui te parlent de la prochaine crise. Alors bien sûr, je peux me planter complètement et il se peut très bien qu'au lendemain de la sortie de ma vidéo, une énorme crise financière se déclenche. De toute façon, personne n'est capable de prédire l'avenir et donc il ne s'agit ici que de conjectures. En attendant, je ne crois pas du tout que nous sommes à l'aube d'une crise économique et je vais te montrer pourquoi. La première raison pour laquelle je pense que la crise financière n'aura pas lieu, c'est qu'on nous la promet tout le temps. La dernière vraie crise financière date de 2008 et de 2008 à 2012, on était dans une crise financière. Mais depuis qu'on est sorti de la crise financière en 2012, tous les ans, on nous a promis la crise financière pour l'année suivante. En 2012, on nous la promettait pour 2013, en 2013 pour 2014, etc. Maintenant que nous sommes en 2019, on nous la promet pour 2020 et bien sûr, l'année prochaine, on nous la promettra pour 2021. Je te montre quelques extraits que j'ai trouvés en faisant une recherche assez sommaire avec des dates. Tu vois, ici, on est en 2011, ici, on est en 2013, 2015, 2016, 2017. C'est donc justement parce que tout le monde nous annonce la crise et qu'on nous l'annonce tout le temps que je n'y crois pas. C'est pas parce qu'on nous l'annonce qu'on a raison. Bien sûr, à force de nous l'annoncer tous les ans, il y a bien des gens qui finissent par avoir raison à un moment. Mais ce n'est pas parce qu'on nous l'annonce chaque année qu'il faut forcément y croire. Le deuxième argument dont je souhaite te parler, c'est cette histoire de bulle dont on nous parle en permanence. Tu le sais, la crise financière de 2008 a été causée par l'éclatement de la bulle des subprimes et la crise financière de 2001 a été causée par l'éclatement de la bulle Internet. Qu'est-ce qu'une bulle ? C'est des valorisations qui s'envolent, qui s'enflamment et qui valent toujours de plus en plus. Tout le monde y croit, tout le monde veut s'enrichir et puis au bout d'un moment on se rend compte que la valeur des assets, la valeur notamment par exemple des actions, ne correspond pas avec la réalité. En 2001 c'était pour les actions des sociétés internet et en 2008 on s'est rendu compte que la valeur des subprimes ne correspondait pas avec la réalité de ces subprimes qui étaient des assets assez pourris. Aujourd'hui, on nous parle de la même chose, on nous parle d'une bulle, on nous parle de la survalorisation, notamment des startups dans la technologie, etc. Alors bien sûr, il y a quelques dérives, il y a quelques exceptions, et je pense notamment à l'histoire de WeWork, qui valait au moment de son IPO soi-disant 47 milliards et qui, quelques jours après, ne valait plus que 10 milliards. Effectivement, sur la valorisation de WeWork en particulier, il y avait une bulle, il y avait une survalorisation parce que c'était tout simplement une startup très à la mode, très cotée, très en vogue et très très forte en marketing. Maintenant, si tu regardes les marchés financiers en tant que tels, eh bien, les valeurs actuelles sur le marché par rapport aux valeurs moyennes sont tout à fait correctes. En Europe, on est un tout petit peu en dessous de la valeur moyenne et aux États-Unis, on est un petit peu au-dessus, mais le mot important c'est un petit peu. On n'est pas sur des valorisations délirantes, on n'est pas sur des valeurs délirantes et donc il n'y a pas de raison particulière qu'une quelconque bulle éclate puisqu'on est sur des prix élevés mais qui ne sont pas des prix délirants, qui ne sont pas une bulle. C'est simplement un petit peu cher, mais ça ne veut pas dire que c'est une bulle qui va exploser. En grande partie d'ailleurs, les prix sur les marchés sont élevés parce que les taux d'intérêt sont négatifs et donc les solutions d'épargne sont assez rares pour les épargnants. Un des seuls refuges qui leur reste aujourd'hui pour faire travailler leur argent, ce sont justement les marchés boursiers qui sont les seuls aujourd'hui à proposer encore de la rentabilité. Alors on entend beaucoup parler de la dette. Bien sûr, c'est un argument qui revient très souvent en disant eh bien les pays sont de plus en plus endettés, les entreprises sont de plus en plus endettées, les Américains sont de plus en plus endettés avec leurs dettes étudiantes et ça va poser un problème. Eh bien, ça me permet d'introduire mon troisième argument, c'est l'argument des banques centrales. Mario Draghi, en arrivant à la Banque Centrale Européenne, à la BCE en 2012, a prononcé la fameuse phrase « Whatever it takes », on fera tout ce qu'il faut
pour sauver l'euro, on fera tout ce qu'il faut pour éviter une crise financière et pour sauver les pays en difficulté. C'est la politique qui a mené la BCE depuis 2012 et qui a permis effectivement de redresser énormément l'économie européenne. Si tu regardes l'économie européenne en ce moment, elle va plutôt bien. Si tu prends des pays qui étaient en difficulté, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ça va beaucoup mieux. Même si l'économie européenne ralentit depuis quelques années, elle fait toujours de la croissance, la somme est toujours positive, on n'est pas dans une récession, on n'est pas dans de la décroissance, donc la croissance ralentit, mais l'Europe aujourd'hui connaît toujours la croissance et les projections pour les années qui viennent sont toujours des projections de croissance positive. Et la BCE s'est battue depuis 2012, Mario Draghi s'est battu contre l'Allemagne pour faire de l'injection de liquidité, pour faire du quantitative easing et pour relancer l'économie européenne et lui éviter la crise. Maintenant que la BCE a gagné son combat face à l'Allemagne sur la possibilité effectivement d'intervenir et d'injecter de la liquidité pour éviter une crise, eh bien c'est fait, c'est engagé et ça ne va pas changer même si Mario Draghi a quitté depuis la BCE. C'est parti pour continuer et ça c'est extrêmement important puisque ça veut dire que la Banque centrale nous évitera une prochaine crise financière. Qu'en est-il des États-Unis ? Tu vas peut-être me dire l'Europe c'est bien beau mais les crises financières viennent souvent des États-Unis et c'est vrai. Eh bien en fait la Fed, la Banque centrale américaine, tu le sais peut-être, fait également la même chose, injecte énormément de liquidités sur les marchés et donc il y a de la même façon quasiment aucune chance que la Fed laisse les États-Unis entrer dans une crise. Ils ont bien compris qu'une crise était très problématique et qu'il valait mieux sauver coûte que coûte, même en injectant énormément de liquidités, l'économie américaine. Alors toutes ces dettes, ça peut inquiéter, on peut se dire mais il va bien falloir rembourser un moment, est-ce que c'est vraiment sage de s'endetter à ce point-là ? Et est-ce que c'est pas justement le fait de s'endetter autant qui va amener la prochaine crise ? L'endettement, bien sûr, d'un État, c'est un problème quand les taux d'intérêt sont élevés, puisque au lieu de rembourser ta dette, tu rembourses tes intérêts et donc ta dette en elle-même ne se résorbe pas. Maintenant, quand les taux d'intérêt sont extrêmement bas, au contraire, la dette ne pose pas de problème puisque tu peux la rembourser à temps. Tu n'as pas de problème pour emprunter plus, pour financer et continuer de rembourser ta dette en permanence. Et dans le cas des taux d'intérêt négatifs, ce qui est le cas en ce moment, eh bien les dettes des États, elles diminuent puisque on paye l'État français pour lui prêter de l'argent. Et si les taux d'intérêt remontaient, qu'est-ce qu'il adviendrait de toutes ces dettes de tous ces pays ? Eh bien ce qu'on a compris maintenant depuis quelques années, c'est que les banques centrales, a priori, ne remonteront pas les taux d'intérêt. Elles l'ont montré et démontré, elles n'ont pas la volonté de remonter les taux d'intérêt, notamment parce qu'elles savent que ça mettrait les États en difficulté, notamment pour rembourser leurs dettes. Et donc, on a compris maintenant, acté, que les taux d'intérêt vont rester bas pendant très longtemps. C'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. Jusqu'à présent, quand les taux d'intérêt descendaient, ils finissaient par remonter assez rapidement. Et bien maintenant, on a compris que les banques centrales ne remonteront pas les taux d'intérêt. En conclusion, je voudrais te montrer le piège que comporte cette notion de crise. Le risque pour toi, investisseur, c'est de croire que cette crise arrive. Si tu crois que cette crise arrive, eh bien tu ne vas pas investir dès maintenant et tu vas te dire, eh bien je vais attendre la crise et investir après. C'est un raisonnement qui peut sembler logique, mais ça va te pousser à attendre et à ne pas investir dans l'économie réelle dès aujourd'hui. Pendant ce temps-là, l'économie continue d'avancer et tu le sais, c'est un dicton très connu dans l'investissement, les investisseurs ont perdu plus d'argent en tentant d'anticiper les crises que pendant les crises elles-mêmes. C'est-à-dire que en attendant la crise qui arrive, pour l'instant, aujourd'hui, tu n'investis pas et donc ton argent, en ce moment, ne travaille pas pour toi, perd de sa valeur s'il reste sur ton compte bancaire, puisque bien sûr, tu subis l'inflation. De l'autre côté, lorsque la crise arrive, lorsque la crise sera là, ça pourrait potentiellement être un très bon moment pour toi pour commencer à investir, puisqu'en général, l'économie est en difficulté, les marchés financiers sont bas, et donc c'est un très bon moment pour commencer à investir si tu as gardé ton argent et que tu ne l'as pas investi avant. Sauf que, bien sûr, le problème, c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Pendant les crises économiques, eh bien, les gens ont peur, les gens n'ont pas confiance dans le système, les gens imaginent l'effondrement du système financier, et donc toi, investisseur, tu n'investis pas non plus en te disant, eh bien, j'investirai quand on sera sorti de crise. Et donc, ça crée tout simplement un mécanisme dans lequel tu n'investis jamais. Quand on n'est pas en crise, tu te dis je n'investis pas parce que j'attends que la crise soit passée. Quand on est en crise, tu n'investis pas non plus parce que tu prends peur et donc tu n'investis jamais. C'est ça le problème avec la crise qu'on nous annonce, c'est que ça te pousse à ne pas investir. Pour réussir dans l'investissement, il y a plusieurs composantes, mais l'un des points les plus importants, c'est de commencer le plus tôt possible, bien sûr avec l'argent que tu es prêt à perdre, mais pour faire jouer notamment pour toi les intérêts composés. Les intérêts composés, eh bien, ils ont de la valeur sur un temps très long. Donc plus tu commences tôt, plus tu as des chances de gagner. Au final, la vraie question à se poser, c'est pas quand arrive la crise, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une crise ou pas, c'est est-ce que je veux investir mon argent ou pas. Il suffit de regarder les gens qui ont fait fortune, les gens qui sont extrêmement riches, c'est tous des gens qui ont mis leur argent
dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est dans les actions. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est dans les entreprises aujourd'hui qu'est créée la valeur. La valeur, elle est créée par les entreprises qui ont des clients et qui produisent quelque chose et qui apportent de la valeur à leurs clients, qui gagnent de l'argent en échange. Et c'est comme ça que les gens qui s'enrichissent aujourd'hui s'enrichissent, et les gens qui ont peur et qui restent sur le côté et qui tentent d'attraper une bulle, une crise, de prédire, etc., ces gens-là ne s'enrichissent pas. Si tu veux investir dans l'économie réelle, avec nous, eh bien, j'ai créé un club privé qui s'appelle Léonis Investissement. On est plus d'une centaine d'investisseurs malins à investir dans les startups innovantes en France et dans la Silicon Valley. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu es bien sûr le bienvenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle t'a plu, aime-la et partage-la à quelqu'un qui croit que la crise financière arrive. Je serai bien sûr ravi de débattre avec toi dans les commentaires, donc n'hésite pas à me donner ton point de vue. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu es pas d'accord et pourquoi? Tant que c'est poli, c'est avec grand plaisir qu'on peut lancer un débat. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!